Bonjour à tous, bienvenue à la première capsule de révision du chapitre sur l'inflation et l'IPC du cours d'économie globale. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va commencer par apprendre à calculer et mesurer l'inflation et le niveau des prix au Canada. Mais avant de faire le calcul, j'ai envie de vous présenter une figure. Une figure qui est tirée ici de la Banque du Canada et qui présente l'évolution de l'inflation au Canada entre 2012 et 2022. Donc, l'inflation, d'abord, très rapidement, c'est l'évolution du niveau des prix à travers le temps. Donc, d'année en année, le niveau des prix augmente et généralement, le niveau des prix augmente d'année en année d'environ 2 %. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que c'est en fait une cible. La Banque du Canada a pour mandat de maintenir l'inflation au Canada entre 1 et 3 % parce que l'économie n'est pas une science exacte. On vise 2 %, mais plus ou moins 1 % est raisonnable et acceptable. La Banque du Canada est une organisation qui est très bonne pour maintenir l'inflation à 2 %. Quand vous regardez le graphique ici, vous pouvez voir que dans les 10 dernières années, les 15 dernières années, l'inflation se situe généralement dans la fourchette acceptable, avec l'exception près de ce que vous avez peut-être vécu dans votre jeunesse, qui est la pandémie de COVID-19, où on a eu une poussée inflationniste en 2021 et en 2022, où l'inflation était à un niveau nettement supérieur à la cible de la Banque du Canada. Mais généralement, donc, la Banque du Canada réussit à maintenir l'inflation à un niveau faible, stable et prévisible. En fait, si j'avais voulu reculer dans le temps pour trouver un moment où l'inflation était hors de la cible, j'aurais dû reculer jusque dans les années 70-80, à un moment où, de toute façon, la Banque du Canada ne ciblait pas une inflation de 2 %. Mais depuis que la Banque du Canada cible une inflation de 2 %, on est très bon pour se maintenir dans notre fourchette. Pourquoi est-ce que l'inflation de 2 % est le niveau souhaité dans l'économie? Eh bien, on peut expliquer ça avec quelques raisonnements. D'abord, on peut s'intéresser à la raison du pourquoi une inflation trop faible serait néfaste. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir les prix diminuer dans l'économie? Vous, en tant qu'acheteur, par exemple, vous pourriez vouloir acheter une maison ou vous pourriez vouloir acheter une voiture. Ce serait le fun que les prix des maisons diminuent, que le prix des voitures diminue. Ce serait plus abordable pour vous. Mais pour un économiste, ce ne serait pas nécessairement une bonne chose, pour plusieurs raisons. Commencez par penser, par exemple, à des personnes âgées. Des personnes âgées ou vos parents qui possèdent une maison. Vos parents et vos personnes âgées, la majorité de leur richesse repose dans leur maison. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils vont avoir pris leur retraite, qu'ils vont avoir vieilli, et peut-être qu'ils vont avoir besoin de soins ou d'aller dans une résidence pour personnes aînées, des résidences qui coûtent très cher, eh bien peut-être que dans leur plan de retraite, ils planifient de vendre leur maison, pour payer des dépenses futures. Plusieurs Canadiens utilisent leur maison comme une espèce de fonds de retraite. Eh bien, si, d'année en année, les maisons perdaient de la valeur, ces gens-là se retrouveraient avec un plan de retraite beaucoup moins solide. Donc, ici, pour les gens qui possèdent des actifs, de la déflation, ça ne veut pas dire augmentation du pouvoir d'achat, ça veut dire diminution de ta richesse. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement souhaitable. Vous avez aussi un deuxième argument qui est probablement un petit peu plus important, et c'est la question des anticipations. Pensez à vous ou à moi. Par exemple, moi, je pense m'acheter une maison dans le futur. Par exemple, l'année prochaine, je vais acheter une maison et j'estime que la maison va coûter 400 000 $. Mais si moi, j'anticipe de la déflation, pour des raisons X, Y, Z, j'anticipe que dans 10 ans, les maisons ne coûteront pas 400 000 $, mais elles coûteront plutôt 300 000 $. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ralentir ma consommation. Plutôt que d'acheter une maison l'année prochaine, je vais attendre 10 ans. Et si tout le monde attendait 10 ans avant d'acheter une maison, quel impact est-ce que ça aurait sur le marché immobilier? Eh bien, l'impact serait évident. La demande pour les maisons diminuerait parce que tout le monde attendrait pour acheter une maison. On sait que dans le marché microéconomique, donc imaginez-vous votre marché microéconomique avec une courbe d'offre, une courbe de demande. Si la demande pour un bien diminue, vous allez observer quoi? Vous allez observer une diminution de la quantité d'équilibre et une diminution du prix d'équilibre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de pertinent parce que mes anticipations
pour le prix futur des maisons vont se matérialiser. On appelle ça en économie une prophétie qui va s'auto-réaliser. Parce que la société anticipe une diminution du prix des maisons, la société réduit sa demande pour les maisons, ce qui va générer la baisse du prix pour la demande des maisons. Et donc voilà, vous avez une anticipation qui va se réaliser d'elle-même parce que tout le monde y croit assez fort. Donc ça, c'est lorsque j'ai de la déflation. Et c'est un problème parce que la déflation, donc une diminution du niveau des prix, si c'est le cas pour tous les biens simultanément dans l'économie, ça peut vraiment ralentir l'activité économique de façon significative si tout le monde diminue sa consommation par anticipation de vouloir profiter d'une consommation à plus faible prix plus tard dans le futur. Le contraire serait également vrai. Une augmentation des prix trop rapide pourrait être tout aussi néfaste, sinon plus. Pourquoi? Deux raisons. D'abord, le contraire de ce qu'on vient de voir. Si les gens anticipent une hausse de prix, par exemple, vous anticipez que les maisons dans le futur vont coûter beaucoup plus cher, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller consommer aujourd'hui. Vous allez aller à la banque, vous allez demander un prêt et vous allez acheter une maison immédiatement. Par contre, le problème avec ça, c'est que si tout le monde fait ça collectivement, eh bien la demande va augmenter, ce qui va faire, au final, augmenter le niveau des prix. Vous avez, une fois de plus, une prophétie qui s'auto-réalise. Si collectivement, on s'attend à une hausse des prix, on change notre comportement de sorte que la hausse des prix se réalise. Donc ça, c'est encore un enjeu. Le deuxième enjeu, c'est au niveau des prévisions. Lorsque l'inflation est très élevée, l'inflation devient difficile à prévoir. Et ça, pour l'économiste, c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Eh bien, l'une des fonctions de l'inflation, c'est la négociation pour les salaires. C'est-à-dire que pour votre emploi, donc vous allez voir votre patron et vous devez négocier votre salaire pour l'année prochaine. Si vous pensez que le niveau des prix va augmenter de 2 %, eh bien, vous allez demander une hausse salariale à votre patron d'au moins 2 %. Si le niveau des prix augmente de 2 %, mais que votre salaire n'augmente pas autant, vous venez de vous appauvrir. Et ça, personne n'aime ça. Donc, de façon générale, lorsque vous négociez un salaire, les gens vont se baser sur l'IPC, sur l'inflation, pour négocier un salaire. Le problème, c'est lorsque l'inflation est très élevée, l'inflation devient difficile à prédire. Et si l'inflation est difficile à prédire, ça devient difficile également de négocier de bonne foi avec vos employeurs pour trouver un salaire qui maintient au moins votre pouvoir d'achat. Et donc, pour la Banque du Canada, c'est vraiment profitable de maintenir l'inflation à 2 % parce qu'on évite les anticipations, mais surtout de maintenir l'inflation stable. La stabilité aussi au niveau des prix est quelque chose de très, très désirable. Ceci dit, quelqu'un pourrait me dire, « Marc-André, la différence entre 2 et 3 % ne me semble pas dramatique. Pourquoi ne pas viser 3 %? Et vous avez raison. Le chiffre de 2 % est un peu arbitraire. Un pays pourrait tout à fait justifier une cible de 3 % ou encore de 1 % ou de 4 %. L'idée ici, c'est qu'on va éviter les situations extrêmes avec de l'inflation importante ou encore avec de la déflation, c'est-à-dire une diminution du niveau des prix. Ceci étant dit maintenant, comment est-ce qu'on fait pour calculer 2 %? Comment est-ce que la Banque du Canada, donc si on revoit notre image ici, comment est-ce que la Banque du Canada fait pour déterminer l'évolution du niveau des prix à travers le temps? C'est une question qui n'est pas simple. Et pour y répondre, eh bien, on doit s'intéresser au travail de Statistique Canada. Donc, dans les notes de cours que j'ai mis en ligne, vous avez ici une petite capsule infographique. Vous pouvez aller la visualiser, la regarder. La capsule infographique, elle nous dit essentiellement 3 choses. Elle nous dit que pour calculer l'inflation au Canada, Statistique Canada suit 3 étapes. Première étape, construire un panier de consommation. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Canadien moyen consomme? On se dresse un portrait de ça. Une fois qu'on a le portrait de ce que le Canadien moyen consomme, eh bien, Statistique Canada va suivre le niveau des prix à travers le temps. Donc, comment est-ce que les prix de ce que vous consommez varient dans le temps? Et finalement, Statistique Canada va faire des petites opérations mathématiques sur ces prix-là pour nous présenter ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation.
Et donc, ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un exemple fictif, on va passer à travers ces 3 étapes-là. La première étape ici n'est pas fictive, donc la première étape, c'est de construire un panier de consommation. Donc, qu'est-ce que le panier de consommation? C'est ce que le Canadien moyen va consommer. Et le Canadien moyen consomme quoi? Eh bien, Statistique Canada détermine que le Canadien moyen consomme surtout des dépenses pour le logement. Des dépenses pour le logement, c'est quoi? C'est l'hypothèque. C'est l'hypothèque pour votre logement. C'est le loyer que vous payez pour votre logement. C'est les coûts pour votre condo. C'est les dépenses d'habitation que vous avez ici dans des dépenses pour les logements. Vous avez également 2 autres catégories qui sont importantes et qui vont justifier la majorité des dépenses des Canadiens. Et ce sont les dépenses pour l'alimentation, environ 17 %. Je vous dis environ parce que ces pondérations-là, ces pourcentages-là changent à travers le temps. Donc, 17 % en alimentation, vous avez environ 15 % en transport et en énergie, donc 13-15 %. Ces pourcentages-là changent un tout petit peu. Donc, dans une version un peu plus à jour de mes diapositives, vous allez voir là, que les pourcentages vont être différents. Mais ceci dit, là, ça reste là, quand même quelque chose de plutôt près. Donc, la dépense principale, dépenses pour les logements, dépenses pour les aliments, dépenses pour le transport et l'énergie des gens. Naturellement, ces pondérations-là, c'est pour le Canadien moyen et ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont consommer différemment. Par exemple, un étudiant qui vit à Montréal pendant ses études à l'UQAM, l'étudiant, j'imagine que sa dépense pour le logement va représenter plus que 31 % de ses dépenses parce que les loyers coûtent plus cher à Montréal. Donc, le vécu par rapport à l'inflation des gens va être différent. Ici, c'est vraiment une moyenne canadienne et donc ça reste un petit peu imparfait pour des cas plus particuliers. Donc, l'inflation, donc on a notre panier de consommation et les Canadiens consomment donc un peu de tout, un peu de tous les biens. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, on va vouloir suivre l'évolution du prix des biens à travers le temps. Donc, on pondère le panier de consommation en fonction des différents biens. On va également pondérer le panier de consommation en fonction des différentes provinces. C'est-à-dire que si les prix, par exemple, augmentent au Yukon, ça n'a pas le même effet que si les prix augmentent au Québec. Pourquoi? Parce qu'au Yukon, là, il vit comme 5 ou 6 personnes autochtones et 5 ou 6 personnes des Premières Nations et peut-être 3 pingouins. Okay? Donc, si les prix triplent au Yukon, est-ce que ça a un gros impact sur le vécu des gens au Canada dans son ensemble? Non, absolument pas. Par contre, si les prix augmentent beaucoup en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique ou en Alberta, eh bien là, l'impact va être majeur sur l'économie canadienne parce que ce sont des régions, des provinces qui sont très populeuses. Donc, si vous avez de l'inflation dans des provinces populeuses, vous devriez voir beaucoup d'inflation à l'échelle de la province. Et laissez-moi ici vous montrer une image intéressante pour représenter ça. Donc, je ne l'ai pas déjà ouvert. Donnez-moi un instant, je vais aller l'ouvrir. De mes diapositives, vous avez un lien ici dans les diapositives que je vous invite à consulter si vous le voulez bien. Donc, donnez-moi un instant, j'aurais dû la préparer. Je vais aller la mettre dans mon furteur. Donc, on va aller sur mon site, on va aller ici et on va aller voir notre IPC. Donc, quand vous regardez ici l'IPC, vous avez les données d'inflation à jour au Canada. Et qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, vous avez ici vos différentes catégories. Vous avez vos différentes catégories de biens pour lesquelles on va évaluer l'évolution des prix. Statistique Canada est capable d'aller très en détail là-dedans. Par exemple, on estime que les aliments, dans les données les plus récentes, correspondent à 16,91 % de vos dépenses. Mais en détail, par exemple, on peut voir que Statistique Canada considère que, j'essaie de mettre ma souris comme il faut, Statistique Canada considère que 0,03 % de vos dépenses sont attribuables à des fruits surgelés. Et donc, dans une certaine mesure, Statistique Canada fait le suivi des fruits surgelés. Et on procède comme ça pour l'ensemble des biens que vous pourriez consommer. Et quand vous regardez l'inflation au Canada en général, sur les 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 2,4 %. 2,4 %, c'est dans la fourchette de la Banque du Canada.
Donc, la Banque du Canada est satisfaite de l'inflation au Canada présentement. Par contre, on est capable de voir que certaines provinces, comme le Québec, tirent l'inflation à la hausse. Au Québec, notre inflation est à 3,3 %. Donc, c'est plus que la moyenne canadienne. On fait augmenter l'inflation. Vous avez ici le Yukon, ou plutôt le Nunavut, qui lui fait diminuer l'inflation, parce que l'inflation est à 0,7 %. Par contre, bien naturellement, l'effet du Nunavut est presque nul. Il n'y a presque personne qui habite au Nunavut. Le Québec, avec son inflation de 3,3 %, a un impact beaucoup plus important sur le Canada que le Nunavut avec son 0,7 % d'inflation et son très faible nombre d'habitants. Excellent. Donc, vous avez ici les pondérations. Ce que je veux regarder avec vous maintenant, c'est quoi? Eh bien, c'est de voir comment est-ce qu'on calcule l'inflation. Ici, je prends des chiffres fictifs. Parce que là, vous avez un panier. Vous avez un panier avec des aliments, avec des logements, avec des fruits, des légumes, du transport, de l'essence, plein de choses. Plein de choses que le Canadien moyen consomme. Par contre, ce que vous n'avez pas dans le panier, c'est le prix du panier. Statistique Canada ne vous dit pas il coûte combien le panier. Et donc, nous, pour l'instant, on va prendre des chiffres fictifs. Par exemple, en 2017, on va faire semblant que le panier de ce que les Canadiens moyens consomment coûtait 13 000 $ en 2017. Ce que Statistique Canada va faire, chaque mois, chaque année, Statistique Canada va regarder combien est-ce que le panier coûte. Donc, le même panier que 2017, en 2018, il coûterait 13 340. En 2019, il coûterait 13 600 et ainsi de suite. Donc, le prix de votre panier évolue à travers le temps. Et à partir de ces données-là, vous pouvez calculer ce qu'on appelle l'inflation. Donc, l'inflation, c'est l'évolution à travers le temps du niveau des prix. On connaît déjà une formule qu'on a vue dans un autre cours ensemble pour calculer ça, et c'est la donnée de la variation. L'équation de la variation, c'est la donnée finale moins la donnée initiale divisée par la donnée initiale fois 100. Et quand vous appliquez cette formule-là, ça vous donne la variation en pourcentage du phénomène entre deux dates. Par exemple, si je m'intéressais à l'inflation entre 2017 et 2021, je pourrais calculer l'inflation, la variation en pourcentage du niveau des prix. J'aurais 14 160 moins 13 000 divisé par 13 000 fois 100, et ça vous donnerait donc une inflation de 8,92 %. Donc, entre 2017 et 2022, les prix ont augmenté de 8,92 %. Ça, c'est mes données, c'est mon inflation calculée avec les prix bruts. Statistique Canada, par contre, n'utilise pas les prix bruts. Statistique Canada va plutôt utiliser ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, plus communément appelé l'IPC. Donc, c'est quoi l'IPC? L'IPC, c'est vraiment brillant, OK? L'IPC, c'est une transformation mathématique des prix bruts. Et là, suivez-moi bien, ça va paraître un peu bizarre, mais je vous promets que ça fait du sens, ce que Statistique Canada fait. Vous avez une évolution des prix bruts. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une année, au hasard. Bien, au hasard, c'est pas tout à fait au hasard, mais n'importe laquelle. Je vais choisir 2017. Ça aurait pu être 2018, ça aurait pu être 2019, 2020, c'est pas grave. Je prends une année dans ma série de données ici. Et je vais dire la chose suivante. Maintenant, 2017, ce n'est plus égal à 13 000 $. Maintenant, 2017 est égal à 100. C'est une normalisation mathématique. 2017 est égal à 100. 100 quoi? 100 $? 100 %? Non, il n'y a pas d'unité. C'est égal à 100. C'est tout. 100. C'est un chiffre. 13 000 $ égale 100. À partir de ça, je peux modifier toutes les autres données de mon tableau. Si 13 000 $ est égal à 100, 13 340 est égal à combien? Vous procédez par produit croisé. 13 340 fois 100 divisé par 13 000, c'est égal à 102,61. Et vous procédez comme ça pour chacun des chiffres. Si 13 000 $ est égal à 100, 13 600 est égal à combien? C'est égal à 104,61. Et vous procédez comme ça dans le graphique. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous comparez les deux graphiques? Vous remarquez que les deux courbes sont identiques. Dans le sens où, si je prenais ce graphique-là
et que j'allais le superposer sur l'autre graphique, les deux courbes en orange reposeraient l'une sur l'autre. Les deux courbes sont identiques. Et ça implique quoi? Bien, ça implique que les proportions sont gardées. Les proportions sont constantes. La seule différence entre mes deux graphiques, c'est que plutôt que d'avoir une valeur en dollars sur l'axe des Y, vous avez maintenant une valeur en IPC, un chiffre qui va varier entre 100 et 110, plutôt qu'un chiffre qui va varier entre 13 000 et 15 000 OK? Donc, c'est essentiellement la même chose. C'est la même courbe. C'est quoi l'avantage d'aller transformer ça en IPC si au final, j'ai exactement la même courbe? Eh bien, je vous montre pourquoi c'est intéressant de faire ça. Je vais aller dans mes deuxièmes notes de cours et je vais vous montrer une figure ici qui présente l'IPC, donc qui présente l'IPC au Canada pour les grandes catégories de dépenses. Vous avez les dépenses d'alimentation, les dépenses de logement, les dépenses courantes, les vêtements, les chaussures, etc. Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire ici avec mon IPC? Donc, vous voyez, mon IPC, j'ai une année de base à 2002 où l'IPC est égal à 100. Pourquoi 2002? Parce que c'est ce qui a été choisi. Ça aurait pu être une autre date, mais là, c'est 2002. Et ce n'est pas grave si c'est 2002. C'est une date arbitraire. Par contre, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux tracer toutes mes courbes dans le même graphique. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que l'IPC est centré à 100 pour toutes mes courbes. Si j'avais des valeurs en dollars bruts, est-ce que je serais capable de tracer toutes mes courbes dans le graphique? La réponse, c'est non. Je ne serais pas capable de faire ça. Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de tracer toutes mes courbes dans le même graphique? Eh bien, parce que les logements, par exemple, le prix des logements peut varier entre une centaine de dollars et des milliers de dollars. Pour ne pas dire des centaines de milliers. Une maison, ça peut valoir 300 000, 400 000. Mais si je suis l'évolution du prix, par exemple, des bananes, bien une banane, ça vaut 1 $, 2 $. Donc, l'évolution du prix des bananes, je ne serais jamais capable de les mettre dans le même graphique que l'évolution du prix des maisons. Mais là, ici, je peux. Je peux parce que j'ai normalisé les biens à une valeur de 100. Faites attention, par contre. L'IPC, ce n'est pas une valeur en dollars. Quand vous regardez ici ce graphique-là, vous pouvez voir que les aliments ont un IPC en 2024 supérieur au logement. Est-ce que ça veut dire que les pommes coûtent plus cher qu'une maison? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. L'IPC ne me permet pas de déterminer les prix bruts des biens. L'IPC me permet juste de comparer l'évolution dans le temps entre différents biens qui ont des valeurs fortement différentes. Donc ici, ce que je pourrais dire, c'est que le prix des aliments a augmenté davantage que le prix des logements par rapport à l'année de base grâce aux IPC. Donc ça, c'est l'avantage des IPC. Un autre avantage des IPC, c'est lorsque vous calculez l'inflation, donc revenir à mes diapositives ici, lorsque je calcule l'inflation, puisque les proportions de l'IPC et du niveau des prix bruts sont gardées, je peux effectuer les mêmes calculs. C'est-à-dire que l'inflation entre 2017 et 2021, je peux les calculer grâce à l'IPC. C'est-à-dire que l'inflation est égale à la valeur finale, 108,92, moins la valeur initiale, 100, divisé par 100 fois 100. Et lorsque vous faites ça, vous obtenez une inflation de 8,92 %, ce qui est la même chose que lorsque vous aviez des prix bruts. L'avantage, par contre, ici avec l'IPC encore, c'est que maintenant, je peux plus facilement estimer ces choses-là visuellement. C'est-à-dire que déjà, quand je compare avec l'année de base, j'ai juste à m'intéresser ici au numérateur de mon équation. Parce que le pourcentage, je vais faire un fois 100 à la fin, donc le divisé par 100, le fois 100 vont s'annuler, ce qui m'indique que l'inflation entre l'année de base et n'importe quelle autre année est simplement égale à l'IPC de mon année moins 100. Donc 8,92 %. Donc ça, c'est déjà utile. Je peux facilement calculer l'inflation entre l'année de base et n'importe quel autre IPC. Je peux également estimer de façon rapide l'inflation entre deux autres années. Par exemple, l'inflation entre 105 et 109, 108,92 là. Donc, 108,92 moins 105,38, c'est environ 3,5 %. Donc, moi, ça me dit que j'ai environ 3,5 % d'inflation entre ces deux années-là.
Est-ce que c'est exactement ça? Non. Ce n'est pas exactement ça parce qu'ici, je vais diviser par la valeur initiale, 105, multiplié par 100. Donc, ce ne sera pas tout à fait, ça ne s'annulera pas tout à fait. Ça va être proche de 3,5 %, mais ce ne sera pas exactement le chiffre. Si vous voulez le vrai chiffre, comme en situation d'examen, eh bien là, vous n'aurez pas le choix d'appliquer la formule IPC final moins valeur initiale divisé par la valeur initiale. Donc ça, c'est pour le calcul donc, de l'inflation. Vous devez être capable de calculer comme ça l'inflation à travers le temps du niveau des prix. À partir de ça, maintenant, vous pourriez faire le premier exercice en classe que j'ai mis disponible sur votre plateforme de cours. Donc, l'exercice en classe numéro 1, numéro 1A, numéro 1B et numéro 1C. Si vous avez des questions sur les exercices en classe, n'hésitez pas à venir me voir dans mes heures de disponibilité et on pourra réviser ensemble l'exercice.